moi je suis un Algérien qui à un moment donné n'a pas trouvé son compte dans ce qu'on raconte et qui a décidé d'aller voir. Le gendre du général de Gaulle, qui est le général de Boissieu, qui, dans ses mémoires, à quelques mois avant de mourir, il dit des hauts dirigeants de l'État algérien, aujourd'hui encore, travaillent pour nous. Je ne vous dirai pas leur nom parce que ça porterait atteinte à leur sécurité aujourd'hui. En 1982, le chef de la DST, Roger Waibot, dans ses mémoires, il dit « L'essentiel de l'appareil de la Fédération de France, donc la résistance algérienne en France, nous la contrôlions. » Et en 1975, donc, quand il écrit ses mémoires, il dit que des hauts dirigeants algériens travaillent encore pour nous. Je ne peux pas vous donner leur nom parce que, à l'été 1991, la campagne électorale commence le 2 juin. Le 3 juin, Khalilzad envoie ses brigades, ses militaires pour semer, créer, simuler une guerre civile pour mettre fin au processus électoral. Donc, une fois que le processus démocratique a été stoppé, ils ont dit, bon, maintenant, on va organiser des élections présidentielles en décembre. On est en juin, en décembre, on va législative, pardon. C'est à ce moment-là que la Bible Khair, donc cet homme de l'ombre, devient ministre de l'Intérieur en charge de l'organisation de cette élection. Et pendant 6 mois, il n'a eu de cesse que d'éliminer toutes les forces démocratiques. Mais vraiment, il a laminé toute l'opposition démocratique et il a donné un élan aux islamistes. Il leur a offert des bus pour organiser des marches, etc. Et c'est lui qui a organisé l'élection de décembre 1991 sur laquelle tout le monde affirme que les islamistes l'avaient gagné. Qui est-ce qui annonce les résultats? L'Arabie Khair, qui est devenu ministre de l'Intérieur avant et qui a quitté ses fonctions de ministre de l'Intérieur juste après, uniquement pour faire gagner les islamistes à cette élection-là, pour justifier l'interruption du processus démocratique et pour faire intervenir l'armée. Les événements de 1988, si vous les prenez, la façon dont ils se sont déroulés, et puis les événements qui ont placé Napoléon III, le coup d'État de Napoléon III décembre, les événements, le coup d'État, il s'est déroulé de la même façon. C'est-à-dire qu'on a éliminé, ils appliquaient un plan. Moi, je peux vous donner mon ticket qu'ils l'ont appris dans l'école de guerre de Paris, ces généraux déserteurs de l'armée française, et qu'ils l'ont appliqué. Et on a tiré sur la population de la même façon. C'est-à-dire que des gens, des badauds qui se promenaient dans la rue, lisaient le livre de François Maspero, L'honneur de Saint-Arnaud, c'est une merveille. Voilà, donc les Algériens, après 1971, la dernière grande révolte 1971, ça coïncide avec la Commune de Paris d'ailleurs, était totalement laminée. Il lui a fallu 50 ans pour se réveiller. Et à partir de 1920, les mouvements nationaux ont commencé à éclore. La révolution, et maintenant, depuis l'indépendance, massacre, éradication, et la population aujourd'hui est dans un état, mais démolition absolue. Et ça explique partiellement que l'Algérie, qui est le pays le plus frondeur de la Méditerranée, se retrouve aujourd'hui étrangement silencieux. De Gaulle, son parti était pris de nombreuses années avant qu'il revienne au pouvoir. Pour lui, l'indépendance de l'Algérie était quelque chose d'inéluctable. En 1947, il disait à ses proches, on ne peut pas intégrer une population, et puis il utilisait des images que n'oserait pas prononcer Jean-Marie Le Pen aujourd'hui, en disant, imaginez 200 députés en turban à l'Assemblée nationale. Vous vous rendez compte? Le problème, c'est que quand il arrive au pouvoir, De Gaulle, il est dans une situation d'un bonhomme qui était totalement isolé dans une administration qui lui est pas acquise. Il vient au pouvoir par l'intermédiaire d'un coup d'État maquillé. Et
Constantin Melnik, justement, raconte très très bien ça. Il a dit que le pouvoir, il tenait, on était 3 ou 4 autour du Premier ministre à tenir le pouvoir. Et bon, il fallait se débarrasser très rapidement du boulet algérien. L'expression qu'il a utilisée, le dégagement, est assez significative. Il faut qu'on dégage. Et il fallait sauver l'essentiel. Et pour lui, et il le dit clairement, pour lui, c'est l'indépendance énergétique et la dissuasion nucléaire. Des accords d'Évian qui ont consacré l'indépendance de l'Algérie, qui sont une aberration historique, je veux dire. C'est une rupture constitutionnelle terrible. Et c'était une indépendance, du point de vue français, anticonstitutionnelle. Aucun des volets officiels des accords d'Évian n'a été respecté. Il y a 2 volets qui ont été respectés. Ils ne sont pas dans le texte officiel, ce sont des accords secrets sur les approvisionnements en pétrole et sur les essais nucléaires au Sahara. Jusqu'en 1978, la France continue à faire des essais chimiques dans le Sahara algérien, dans la région de Tindouf, dirigée par, devinez qui? Khaled Nazar. Je ne voudrais pas trahir la pensée de Mohamed Benchikou, mais qui avait présenté son livre ici. Lui aussi a des mots très très durs sur les islamistes. Alors, moi, ça m'a fait plaisir de voir que devant votre livre, vous avez une vision un peu plus universaliste et que finalement, vous auriez l'histoire a été moins dramatique si ces élections étaient allées au terme. Ces élections qui sont censées avoir remporté quasiment au premier tour, ils avaient eu moins de voix que l'année auparavant dans les élections municipales. Donc voilà, je vous dis, celui qui déclame les résultats et qui est chargé de compter les voix, c'est la Habib el-Khair, celui dont l'objectif est de faire que on provoque cette panique généralisée pour après justifier qu'on mette fin à cette dérive vers la barbarie. Mohamed Benchikou est bien gentil, moi j'ai lu son livre. Hein. J'ai retiré une phrase après tout ce qui s'est passé. Il faut voir ce qu'écrivait Benchikou durant les années. Plus éradicateur que Benchikou durant les années 90. Vous mourrez. Et après, il s'est fait avoir lorsqu'il y a eu des élections. En fait, c'est le DRS, c'est l'actuel patron de la sécurité militaire algérienne qui voulait s'amuser un petit peu. C'est tout Fermdien. Il ne fallait pas que. Comment il s'appelle Zangui, là, au pouvoir Bouteflika. Il ne fallait pas qu'il soit seul au. Il ne fallait pas qu'il soit seul à se présenter, donc il lui fallait un challenger crédible. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait croire à tout le monde que Benflis allait remporter les élections contre Bouteflika. Et beaucoup de gens y ont cru, dont Benchikou. Et une autre personne qui s'est fait complètement embobiner, c'est Florence Boger, la spécialiste du Maghreb au monde. Qui décrivait l'Eldorado en Algérie, Benflis va gagner, etc. Et puis Benflis, il a eu, je crois, 3%, et Bouteflika, 99%. Et donc, dans le livre de Benchikou, qui avait à ce moment-là tiré à boulet rouge sur ce système, dès que Bouteflika a été élu, il s'est retrouvé en prison, on a démantelé son journal. Ils ont dit dans le matin à l'époque des choses très très courageuses. Ils ont par exemple décrit la répression des gendarmes dans les Aurès, les événements des Aurès, où Benchikou a dit des choses très courageuses. Il a dit que la gendarmerie avait pratiqué des actes que même l'armée française, au pire de son action, n'avait jamais osé. Aller sodomiser des enfants devant leurs parents, violer, prendre des familles et violer tout le monde comme ça.
le fils devant la mère, etc.